De la violence, on l'a vu, il n'est pas de définition simple, c'est-à-dire de délimitation précise de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas, qui ne soit problématique. Parler de violence suppose donc qu'on ait qualifié ainsi un acte ou un fait, autrement dit qu'il ait été socialement décidé que tel était le cas, qu'il s'agissait bien de violence. Alors on peut distinguer deux ordres de qualification. Le premier ordre consiste à établir que l'acte ou le fait considéré est effectivement violent. Pendant des siècles, frapper son enfant lorsqu'on estimait qu'il avait commis une faute, c'était le corriger, terme qui avait la connotation positive d'amender ou d'améliorer. Et puis à la fin du XIXe siècle, la chose est devenue répréhensible et punissable. On a parlé de mauvais traitement dont la sanction pouvait être notamment la déchéance parentale. Deux dimensions sont ainsi associées. L'une est morale, c'est le jugement social sur le bien fondé ou l'inconvenance de la pratique. L'autre est légale, c'est le jugement pénal sur le bon droit ou l'irrégularité de la pratique. Aujourd'hui, la qualification de violence, quelles qu'en soient les circonstances et les modalités, implique une réprobation morale, voire des poursuites judiciaires. Et c'est pourquoi les auteurs présumés et leurs avocats tentent la requalification des faits qui sont mis en cause, soit en les minimisant, soit en les justifiant, soit en les excusant. Le second ordre consiste à caractériser la violence une fois qu'elle est reconnue telle. Il peut s'agir notamment, pour ce qui est des actes individuels, d'ajouter au substantif un adjectif pour nommer, par exemple, les violences domestiques, qu'elles soient exercées sur une conjointe ou un enfant, ou les violences sexuelles, dont le champ s'est beaucoup étendu. Il peut aussi s'agir, en cas de belligérance, d'établir si certaines pratiques relèvent du droit international sous la forme de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Les dimensions morales et légales se doublent donc souvent d'une dimension politique, par exemple lorsqu'il s'agit de nommer des violences comme policières ou des auteurs comme terroristes. Les deux ordres de qualification, le premier de reconnaissance, le second de caractérisation, sont souvent associés dans un même processus social que je me propose d'analyser à partir d'une série d'études de cas, en m'attachant notamment au débat auquel chacune donne lieu et à ses enjeux, à la manière dont la violence peut être ignorée ou niée, et lorsqu'elle est identifiée, dont son interprétation peut faire l'objet de diversion et de contestation. Dans nombre de sociétés, certaines coutumes qui peuvent apparaître au regard extérieur comme des formes de violence ne sont pas considérées telles par la plupart ou la totalité de ses membres. Et c'est une des difficultés, vous vous souvenez, que l'anthropologie en particulier a rencontré pour caractériser la violence comme un objet de son savoir. Un exemple classique en est l'excision, pratiquée dans plusieurs régions africaines, que les organisations internationales et la plupart des associations féministes appellent des mutilations génitales féminines. Elle fait l'objet d'une longue enquête de l'anthropologue canadienne de l'Université de Toronto, Janice Boddy, au Soudan, qui, ayant auparavant étudié le contexte culturel dans lequel cette pratique s'inscrivait, s'est intéressée dans son livre « Civilizing Women » Civiliser les femmes, paru en 2007, à la façon dont le colonisateur britannique, la dénonçant comme barbare, s'y est opposé, avec certes un succès discutable. Reconstituant son propre parcours de chercheuse depuis 1976 autour de cette question, confrontée qu'elle était à la fois à la réalité de l'excision, là où elle travaillait, et au discours dominant de dénonciation dans les institutions occidentales, elle écrit 3 décennies plus tard: « Il était facile à distance de considérer la pratique comme une forme extrême de violence de genre et la concevoir dans les termes de hiérarchie des sexes, à savoir un contrôle par les hommes de la sexualité féminine. Mais plus je restais dans le village, plus j'en apprenais, et plus cette explication me paraissait simpliste. » Elle observe en particulier que les adolescentes et les femmes qu'elle a connues au cours des décennies passées dans cette zone rurale du Nord-Soudan n'ont jamais semblé vouloir échapper à cette pratique. Elle écrit « Bien que reconnue comme étant très douloureuse, l'excision était attendue avec impatience
Et c'était la perspective de ne pas en faire l'expérience qui était redoutée. À la fin du XXe siècle, lorsque donc elle l'a étudié, le geste chirurgical consistait en une ablation partielle des petites lèvres avec ou sans modification du clitoris et une suture partielle des grandes lèvres, opération qui était réalisée par des sages-femmes selon une modalité chirurgicale qui avait été introduite par les médecins coloniaux britanniques pour remplacer l'excision qu'on appelle pharaonique, qui est bien plus dommageable pour le corps des femmes et bien plus dangereuse pour leur vie, notamment lors des accouchements. L'intervention était généralement effectuée chez des adolescentes prépubères. Filles et garçons subissaient ainsi, un peu avant l'âge de 10 ans, une excision pour les filles et une circoncision pour les garçons. Ce rite de passage procédait de ce que Janice Body appelle une esthétique morale, visant à établir une différenciation genrée des sexes au moment d'entrer dans l'âge adulte. L'excision produisait une féminisation génitale idéalisée en termes de propreté et de pureté, la clôture labiale étant censée occulter et protéger l'utérus. La circoncision, à l'inverse, affirmait la masculinité génitale par l'exposition du pénis après la résection du prépuce. Cette différenciation physique s'inscrivait dans un univers symbolique dans lequel la maison était l'espace intime réservé aux femmes, tandis que la cour représentait l'espace ouvert occupé par les hommes. Pour l'anthropologue, il ne s'agit évidemment pas de justifier ces pratiques, ou encore moins de méconnaître les rapports de domination qui les sous-tendent, mais de donner à comprendre les logiques culturelles dans lesquelles elles trouvent place. Au cours de la période récente, cependant, les choses ont progressivement changé, notamment en milieu urbain soudanais, et sous l'effet conjugué des prescriptions islamiques, des préconisations médicales, des campagnes d'information des agences internationales, de la diffusion de nouveaux modèles de relations de genre par la télévision et de l'accès désormais majoritaire des jeunes femmes à l'université, la pratique de l'excision a considérablement reculé. Au regard de la manière dont cette pratique a pu être commentée avec mépris ou condescendance comme une forme de barbarie, il est intéressant de se pencher comparativement sur deux faits, comme y invite Janice Body, en s'inspirant notamment des travaux de l'épidémiologiste irlandais Ronan Conroy. Premièrement, l'excision a été pratiquée par la profession médicale en Europe et en Amérique du Nord au XIXe siècle pour soigner nombre de désordres tels que, je cite, l'insomnie, la stérilité, les problèmes conjugaux, les troubles psychologiques. Le président du Collège royal des chirurgiens britanniques en faisant même la promotion pour prévenir les effets nocifs de la masturbation. À la même époque, des médecins recommandaient et pratiquaient d'ailleurs la circoncision pour les garçons pour soigner un éventail également large de pathologies allant de la paralysie des membres inférieurs à l'onanisme compulsif. Deuxièmement, deuxième élément de comparaison, et paradoxalement, la seule région du monde où la chirurgie génitale féminine est aujourd'hui en augmentation n'est pas le continent africain, mais le monde occidental, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, où les interventions à visée cosmétique, d'ablation des petites ou grandes lèvres, de clitoroplastie, de vaginoplastie, se sont multipliées dans des cliniques privées, notamment dans le cadre d'une demande de ce qu'on appelle un rajeunissement génital, de façon à mieux correspondre aux images de Playmates circulant sur Internet. Les arguments utilisés pour inciter les femmes à faire appel à cette chirurgie esthétique mettent en avant, dans une sorte de parodie d'argumentaire féministe, le contrôle qu'elles veulent exercer sur leur propre corps. Ce qu'on présente donc comme une pratique barbare de violence exercée sur le corps féminin en Afrique a ainsi connu une trajectoire morale bien différente dans le monde occidental, promue autrefois pour ses vertus thérapeutiques, louée désormais comme une forme d'émancipation, comme si dans ces deux derniers cas, on pouvait faire fi de la domination masculine qu'elle manifeste, y compris parmi les femmes, par un effet de violence symbolique qui s'ajoute à la violence physique, d'une manière qui, au fond, différencie peut-être moins qu'on ne le croit les Soudanaises d'hier et les États-Uniennes d'aujourd'hui dans leur désir socialement conditionné de chirurgie génitale.
Que ce qui semble une violence de genre à l'observateur extérieur puisse être non seulement accepté comme normal dans certaines sociétés, mais également vu comme souhaitable par le groupe, est certes remarquable. Il ne faut cependant pas méconnaître les situations où ces pratiques font l'objet, sinon d'une réprobation morale, du moins d'un rejet ou d'un évitement qui traduisent en fait un refus de s'exposer à la souffrance provoquée. C'est ce dont j'avais fait le constat lors de mes recherches au Sénégal. Il existe en Casamance, notamment chez les Diola, un rituel appelé Kanyalen, particulièrement éprouvant, qu'on impose aux femmes lorsqu'elles sont présumées ne pas pouvoir assurer leur fonction assignée de procréation. Il peut s'agir de stérilité, d'avortements répétés ou de décès d'enfants en bas âge. Dans ces villages où les infections gynécologiques bénéficient rarement d'un traitement, où les activités quotidiennes pénibles demeurent de rigueur pendant la grossesse, où la mortalité infanto-juvénile est élevée faute de vaccination, les trois situations faisant obstacle à la reproduction biologique, stérilité, avortement, décès d'enfants, sont fréquentes. Tout le poids de la causalité reposant sur les seules femmes, tandis que l'implication des maris, la division sociale du travail et la pénurie de services médicaux ne sont jamais mises en question. Une séance de divination au cours de laquelle le voyant communique avec les esprits permet d'établir l'origine du mal censé frapper la femme qu'on désigne comme Agnanela. Elle peut être victime d'un ancêtre revenant, d'un sorcier anthropophage, d'un esprit malin ou d'une agression maraboutique. Réincarnation, dévoration, possession et maléfice sont ainsi les 4 mécanismes habituellement invoqués. Une fois la divination effectuée, l'épreuve rituelle peut commencer et elle consiste en un exil forcé de plusieurs années dans un autre village qui a été choisi par le groupe des femmes et dans lequel elle doit se rendre à l'insu de son époux. Là, une cérémonie a lieu dans le bois sacré où, après la présentation d'offrandes et le sacrifice d'un coq, l'Agnalena est dévêtue, lavée, avant qu'on lui remette un habit loqueteux et ridicule qu'elle portera désormais. Un repas lui est ensuite servi, qu'elle doit consommer en se tenant à 4 pattes comme un animal, et du reste en compagnie d'un chiot qui devient, dès lors, son compagnon. La dernière étape est la plus dure. Elle doit rejoindre le village en passant entre une double haie de jeunes hommes qui la frappent avec des badines, puis la poursuivent de leur brutalité jusqu'à ce qu'elle trouve refuge dans une maison. Une fois la cérémonie terminée, commence en effet pour elle une nouvelle vie. L'Agnalena se voit d'ailleurs attribuer un nouveau nom, souvent dépréciatif et explicite, comme Dien, chienne, Wunor, qui ne retient pas le sperme, ou Jundo, qui capture le pénis, parfois moins dévalorisants tels que Karambeni, aidé, ou Muna, patiente. Dans le cas fréquent où c'est la perte d'enfants en bas âge qui a rendu nécessaire le Kanyalen, la femme accomplit le rituel avec le nouveau-né qu'elle vient de mettre au monde et qui est supposé se trouver lui aussi ainsi protégé des forces du mal le menaçant. Lui également reçoit un nom qui se réfère à sa condition comme Maabo, caché, et Kaabo, abandonné, Sutuken, maltraité, ou bien introduit un élément de moquerie tel que Fugebe, gros, ou Furi, gourmand. Pendant les 3 à 5 ans que dure ce séjour dans le village où elle a été accueillie, la femme incarne un personnage de bouffonne avec son accoutrement burlesque et ses constantes pitreries. Elle déambule pieds nus, un bâton à la main, une calebasse décorée sur la tête. Elle est condamnée à sans cesse faire rire et accepter d'être moquée. Elle mime publiquement des gestes érotiques et les autres femmes la poussent à adopter des attitudes obscènes alors que lui est interdite pourtant toute relation sexuelle. Elle se voit imposer des tâches spécialement épuisantes, comme piler le mil avec 2 pilons et des pratiques particulièrement dégradantes comme manger goulûment dans un plat sans se servir de ses mains. Ne pas respecter ses obligations expose à d'inévitables rappels à l'ordre social et, en cas de récidive, à des châtiments corporels. Au terme de la longue épreuve à laquelle elle a été soumise, une délégation de sa famille de tutelle se rend dans son village d'origine, un frère du mari ou un oncle paternel apporte en retour des offrandes dans le village du rituel, et enfin, une cérémonie a lieu qui permet le retour de la femme, éventuellement accompagnée de son enfant auprès de son mari.
Pour le reste de ses jours, elle conserve cependant le stigmate de cette expérience à travers le nom honteux par lequel on continue de l'appeler, le port d'un collier qui l'identifie immédiatement aux yeux de tous et la nécessité de reprendre son rôle d'histrionne lors de certaines célébrations, telles des mariages ou des funérailles. Pour la société Diola, le Kangalen réalise ainsi les 3 étapes décrites par l'ethnologue français Arnold van Gennep dans son célèbre ouvrage de 1909, Les rites de passage. La séparation, à la fois physique et symbolique, arrache la femme à l'emprise des forces du mal. La marginalisation, dans des conditions très dures, sous une nouvelle identité, la soustrait à toute potentielle agression en la rendant méconnaissable et peu enviable. L'agrégation, enfin, lui permet de revenir à une vie d'avant, qui n'est toutefois jamais une vie normale. Au-delà de cette sémantique, le rituel participe d'une division du travail social dans laquelle revient aux femmes la reproduction biologique, les rendant responsables de toute complication. Et c'est pourquoi il est si essentiel au groupe des femmes, qui bien plus que le groupe des hommes en assure la permanence et en défend la nécessité. Celles qui ont subi l'épreuve n'en sont pas les moins ardentes partisanes. Dans le village où j'ai conduit mes recherches, c'était le quart des femmes. Pourtant, celles que j'ai rencontrées m'en ont tout évoqué le souvenir douloureux avec une profonde émotion, ne pouvant retenir leurs larmes lorsqu'elles mentionnaient la cérémonie initiale et la flagellation, les années de mortification et d'avilissement, l'isolement affectif et le labeur exténuant, la peur continuelle des réprimandes et des sanctions. Qu'elles soient explicitement nommées telles ou ne le soient pas, il n'en reste pas moins que la violence était donc bien identifiée par ces femmes. Violence physique des coups reçus, des punitions infligées, des tâches imposées, violence morale, des frayeurs et des humiliations, de l'animalisation et de la dérision. C'est à la souffrance ainsi causée qu'essayaient d'échapper les jeunes femmes Diola au milieu urbain, au risque d'ailleurs de se couper des leurs restés au village. Avec le soutien souvent de leur mari qui ne souhaitait pas se retrouver seul pendant plusieurs années, elles retardaient la perspective du traitement traditionnel et même parfois y renonçaient secrètement, lui préférant les soins médicaux du dispensaire ou de l'hôpital. Tout se passe donc comme si, en s'efforçant de se soustraire à la pression sociale du groupe, les jeunes femmes soudanaises et casamançaises, une partie d'entre elles au moins, cherchaient à rompre le cercle de la violence symbolique dans lequel leur société tendait à les enfermer en naturalisant une esthétique sexuelle pour les unes et une fonction procréatrice pour les autres. Bien que n'étant pas désignée ainsi, la violence semble être implicitement reconnue dans sa triple dimension, physique, morale et même symbolique. En effet, contrairement à ce que postule un nominalisme simpliste selon lequel, par exemple, le racisme n'existait pas avant que le mot n'ait été inventé, une chose peut exister à la fois dans le monde et dans la conscience qu'en ont les agents, même s'ils ne la nomment pas comme telle. Dans le cas des violences faites aux femmes, il n'a pas fallu attendre que des mobilisations se produisent, que les médias s'y intéressent, que le législateur s'en préoccupe, pour que celles qui en étaient les victimes sachent que c'était bien de cela dont il était question. Ainsi, aux États-Unis ou en France, les femmes qui ont compris qu'elles n'obtiendraient de certains hommes de pouvoir, producteurs ou politiciens, la chose qu'elles souhaitaient, un rôle dans un film ou l'annulation d'une condamnation, qu'en échange de faveurs sexuelles, étaient conscientes qu'il s'agissait là d'une forme de contrainte sur corps, sans avoir besoin de se référer à la définition légale de l'abus sexuel. De fait, bien avant qu'elles soient caractérisées ainsi, les violences de genre sous leurs multiples formes étaient souvent perçues comme telles par celles qui les subissaient, même si elles ne trouvaient guère de lieu pour les énoncer et a fortiori les dénoncer. Que la violence ne soit pas dite et donc qu'elle ne fasse pas l'objet d'une qualification de premier ordre peut correspondre à un certain état de la société dans un contexte historique et culturel donné. Cette situation ne préjuge cependant pas de la manière dont les victimes en font l'expérience, voire la reconnaissent pour ce qu'elle est. Dans ce cas, elles peuvent soit s'efforcer de l'éviter, en partant en ville, dans le cas des jeunes femmes soudanaises et casamançaises, soit essayer de la combattre par des campagnes de protestation, dans le cas de féministes de pays occidentaux ou du continent africain, soit enfin de s'en accommoder, parce que la force de la tradition
et de l'habitude est trop grande, le coût d'une rupture étant de surcroît trop élevé. Et on reconnaît là les trois modalités d'expression de l'insatisfaction face à une situation telle que l'a analysé l'économiste états-unien d'origine allemande de l'Institute for Advanced Study de Princeton, Albert Hirschman. Exit, voice and loyalty. La question de la reconnaissance de la violence est donc complexe, ce qui en est dit dans l'espace public ne reflétant pas nécessairement ce qui est vécu par les sujets. Mais il est des cas où la qualification de premier ordre n'a pas lieu, car elle est volontairement écartée, notamment en raison de ses implications judiciaires. C'est le cas des violences policières. Les forces de l'ordre, on le sait, bénéficient d'une délégation du pouvoir de l'État dont Max Weber a donné dans la conférence Politik als Beruf, la politique comme vocation, prononcée en 1919, la définition célèbre que j'ai déjà mentionnée, selon laquelle il est, je cite, l'État, cette communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence légitime. C'est précisément la distinction entre l'usage fondé de la force et le recours inapproprié à la violence qui, sur le plan légal, fait toute la différence dans le cas des forces de l'ordre. Dans le premier cas, l'agent n'est pas poursuivi. Dans le second, il encourt des peines d'emprisonnement, du moins en principe, car il est rare qu'un policier soit condamné pour la commission de brutalité dans l'exercice de son métier, et totalement exceptionnel que la condamnation le conduise dans un établissement pénitentiaire. Il existe de nombreuses modalités d'évitement d'une telle issue défavorable de l'enquête éventuelle, depuis des pressions exercées sur la victime à la contre-offensive par une plainte déposée en retour, voire à la justification de la violence par une raison supérieure. Premier cas de figure, la police peut empêcher la victime de porter plainte. Au cours des 15 mois de mon enquête avec des brigades anticriminalité de la région parisienne, une confrontation à distance se produisit un après-midi dans une cité d'habitat social entre un groupe d'adolescents appartenant pour la plupart à des minorités ethno-raciales et des membres des forces de l'ordre. La raison précise de cet affrontement m'était inconnue, mais les tensions étaient en réalité permanentes entre les habitants des quartiers populaires et les unités de police urbaine qui multipliaient les contrôles d'identité et les fouilles au corps sans justification légale, ils le reconnaissaient eux-mêmes, et les accompagnant souvent de propos humiliants et de gestes agressifs. Ce jour-là, le face-à-face était inégal, les jeunes lançant des pierres dans la direction des agents, dont certains répondaient par des tirs à balles réelles. Un jeune homme d'origine maghrébine qui rentrait chez lui après un match de football et se trouvait alors à une centaine de mètres de l'accrochage fut malencontreusement blessé à l'épaule. Emmené à l'hôpital, il y fut opéré en urgence, la balle se trouvant à proximité d'organes vitaux. À sa sortie de la salle de réveil, il fut interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Il ne fut cependant pas difficile de vérifier qu'il n'était pas impliqué dans l'échauffourée, et ce d'autant qu'il n'avait jamais eu affaire à la police, qu'il avait un emploi stable. La brève détention avait toutefois servi d'efficace manœuvre d'intimidation pour écarter le risque d'une plainte auprès du procureur pour ce qui aurait été violence volontaire avec arme, comme l'avocat de la victime l'avait invité à le faire. En effet, ainsi que me l'expliquèrent après coup les membres de la brigade anticriminalité eux-mêmes, on lui avait rappelé qu'il avait des petits frères qui avaient déjà fait des bêtises et que s'il lui portait plainte, ce seraient eux qui auraient des ennuis. Il s'abstint donc. D'ailleurs, sans même qu'on ait à utiliser de tels stratagèmes pour les dissuader du dépôt d'une plainte, les jeunes de ces quartiers savent qu'il ne sert à rien de le faire, car de toute façon, au commissariat, personne ne l'enregistrerait. Un matin, 3 mineurs d'origine africaine qui chahutaient sur le trottoir devant le foyer de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, où ils étaient hébergés, furent contrôlés par des policiers en patrouille. Refusant de prendre en compte le fait de leur titre de transport qui aurait pourtant dû suffire, les agents se préparaient à les emmener au commissariat pour une vérification à des fins punitives, lorsque l'un d'eux courut jusqu'à sa chambre, juste à côté, pour rapporter sa carte d'identité et montrer ainsi sa bonne foi. Les policiers se mirent alors à le malmener, l'insulter, le gifler. L'éducatrice qui était sortie du foyer et avait assisté à la fin de la scène tenta plus tard de pousser le garçon à porter plainte,
en évoquant l'importance de défendre ses droits. Mais il s'y opposa avec colère. Il n'ignorait pas que ce serait non seulement inutile, mais possiblement dangereux. Deuxième cas de figure, la police peut en effet contrer une plainte par une autre. On comprend que dans ce cas, la parole d'un fonctionnaire assermenté est de plus de poids devant les magistrats que la parole d'une victime de milieu populaire. Presque toujours, il s'agit d'outrage et rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique, délits dont la dénonciation au parquet, encouragée par le ministère de l'Intérieur, qui en règle les frais d'avocat, a doublé en 20 ans, tandis que les sanctions étaient triplées, voire quadruplées en 3 décennies, atteignant respectivement 2 et 3 ans d'emprisonnement pour l'outrage et pour la rébellion, lorsqu'ils sont commis en réunion, dans les 2 cas avec de lourdes amendes. Mais loin d'être le symptôme d'une progression de la violence du public contre les forces de l'ordre, l'augmentation du nombre d'accusations et l'accentuation de la sévérité des peines traduisent en fait une exacerbation conjointe de l'agressivité policière et des politiques répressives. Le commissaire de la circonscription de sécurité publique où je menais mon enquête me confia qu'il surveillait avec une particulière attention ceux de ses agents qui portaient fréquemment plainte pour outrage et rébellion, sachant que c'était un indicateur de leur propension à la violence. Il n'ignorait pas que c'était souvent de plus pour ces agents un moyen de couvrir leur brutalité en la présentant comme un usage nécessaire de la force pour maîtriser un jeune récalcitrant. C'est d'ailleurs ce qu'un avocat qui défendait un garçon d'origine africaine gravement blessé par un policier et accusé d'outrage et rébellion m'avait demandé d'expliquer dans un témoignage écrit au titre d'amicus curiae, ami de la cour, afin qu'il soit porté à la connaissance des juges lors de l'audience au tribunal. Dans un autre procès auquel j'ai assisté et dont j'ai eu accès à la totalité du dossier d'instruction, les 7 policiers prévenus étaient accusés d'avoir, lors d'une intervention dans une cité d'habitat social, violenté un homme qui rentrait paisiblement chez lui. C'était une nuit de réveillon, le commissariat avait été appelé pour une bagarre lors d'une fête. La trentaine de policiers envoyés sur place étaient fortement alcoolisés ce soir-là. Galvanisés par leur chef, ils avaient interpellé 2 passants, l'un antillais, l'autre turc, pris au hasard, en les arrosant de gaz lacrymogène et en les frappant à coups de matraque alors qu'ils étaient déjà menottés, puis en les brutalisant de nouveau au commissariat. Le service médico-judiciaire de l'hôpital voisin avait constaté des ecchymoses et des contusions sur le visage de la première victime, une hémorragie de l'oreille interne avec perforation tympanique et des hématomes périorbitaires et frontaux pour la seconde. Dans leur procès-verbal, les policiers avaient indiqué que chacun des 2 hommes les avait agressés et que c'était en essayant de les interpeller qu'ils les avaient involontairement blessés. Après les avoir accusés d'outrage et rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique, il leur avait donc notifié une garde à vue. Au tribunal, où seule la victime turque, soutenue par son consulat qui avait saisi les autorités françaises, s'était portée civile, le antillais s'étant contenté de témoigner, les contradictions entre les versions des policiers et leur invraisemblance ne convainquirent pas plus les juges que les arguments de leurs avocats expliquant la dangerosité de leur métier. Les sentences prononcées furent néanmoins légères, peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour 6 des mis en cause, dommages et intérêts à partager entre eux au bénéfice de la victime. 5 ans plus tard, cependant, rien n'avait été versé, les agents avaient été mutés dans une autre région et le ministère de l'Intérieur, interrogé par l'avocat, avait répondu qu'il ignorait leur affectation. Troisièmement, enfin, la police peut reconnaître la violence, mais tenter de la justifier. De fait, le droit leur reconnaît cette possibilité et l'a même considérablement élargie par la loi du 28 février 2017 qui autorise les forces de l'ordre à faire usage de leurs armes bien au-delà de la situation classique de légitime défense, puisqu'il peut s'agir de défendre des lieux ou des personnes, d'arrêter un individu qui a échappé à leur garde ou d'immobiliser un véhicule qui n'a pas obtempéré à l'ordre d'arrêt, avec dans les 2 premiers cas une présumée appréciation préalable du risque que le fuyard ou les occupants de la voiture attentent à leur propre vie ou à celle d'autrui. Par son caractère vague et sa mise en œuvre immédiate, cette appréciation laisse une marge de manœuvre et d'interprétation aussi bien au policier, qui peut s'en prévaloir, qu'au magistrat, qui va juger l'affaire en cas d'homicide.
Quoi qu'il en soit, la justification pénale des violences policières donne aux forces de l'ordre la possibilité d'excuser un usage de la force, pouvant aller jusqu'à ce que la juriste pénaliste Farah Safi analyse comme, je cite, une autorisation de tuer au nom de la garantie de sécurité. La nouvelle législation s'est en effet accompagnée, on l'a vu, je l'ai mentionné déjà, dans les années qui ont suivi son vote, d'un quintuplement des tirs mortels pour refus d'obtempérer à l'ordre d'arrêt. Cette extension du domaine de l'homicide légitime s'inscrivait certes dans un contexte où les attentats islamistes sur le territoire français avaient considérablement accru l'anxiété sécuritaire dans la population et la détermination répressive du gouvernement, mais elle correspondait surtout à une revendication ancienne des syndicats de policiers. Malgré la rareté des condamnations de membres de forces de l'ordre pour faits de violence, y compris lorsque la victime mourait de ses blessures, et malgré l'indulgence des magistrats, même dans ces cas, les exceptionnelles peines d'emprisonnement étant presque toujours accompagnées de sursis, ces sanctions ont donné lieu à des protestations de la part des policiers et de leurs syndicats. Les attaques terroristes ont donc fourni une conjoncture favorable à la réforme dans un temps où, en France, plus que dans d'autres pays européens, la police pouvait imposer à l'exécutif ses exigences. Comme l'écrit la politiste de l'Université de Paris 8, Vanessa Codaccioni, alors que les pouvoirs publics se montraient de plus en plus stricts en matière de légitime défense des citoyens, à la différence de ce qu'on observe aux États-Unis, ils accompagnaient ce qu'elle appelle un accaparement de cette disposition pénale, légitime défense, par la police. Déjà interprétée très libéralement par les tribunaux, la légitime défense n'était même plus nécessaire aux forces de l'ordre pour autoriser l'usage de leurs armes. Ces multiples formes de déni que je viens d'évoquer, pratiques d'intimidation, falsification de plaintes, justification d'homicide, dont il faut rappeler qu'elles concernent des violences dont la distribution est principalement concentrée sur les jeunes hommes racisés de milieux populaires. Donc ces formes de déni ont une généralité et une cohérence qui conduisent à les penser comme participants d'une violence d'État. Cette expression ne se réfère pas seulement au fait que les violences soient commises par une institution agissant par délégation de l'État, comme on l'a vu, mais au fait que l'État contribue à leur occultation en récusant leur existence, en couvrant les déviances, en apportant son soutien aux mises en cause, en finançant les frais de justice d'accusations fallacieuses, en sanctionnant les agents qui dénoncent les pratiques déviantes de leurs collègues et en épargnant, à l'inverse, les auteurs par les réquisitions des parquets et les pressions sur les juges. Des pages décisives ont été écrites par l'historien de l'École des hautes études en sciences sociales, Alain de Verp, sur ce qu'il appelle la violence d'État et ses hauts fonctionnaires dans la rigoureuse enquête sur ce qui s'est passé au métro Charonne le 8 février 1962, lorsque la répression par la police parisienne sous les ordres du préfet Maurice Papon a été d'une manifestation contre les attentats terroristes perpétrés par l'OAS, Organisation de l'armée secrète, au cours de laquelle 9 personnes ont trouvé la mort. En l'occurrence, l'auteur ne vise pas seulement les commanditaires de ce qu'il appelle un massacre d'État, mais également l'entreprise de dissimulation des faits et de protection des coupables qu'il désigne comme un mensonge d'État. C'est bien la combinaison de la production et de la dénégation de la violence par l'institution policière et le pouvoir politique qui permet dans ce cas, comme lors de la répression sanglante de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961 et de la répression brutale des manifestations des Gilets jaunes en 2018 et 2019, d'attribuer à l'État la responsabilité de la violence. On notera le paradoxe qui amène à déduire ici la qualification de second ordre, violence d'État, de l'absence de qualification de premier ordre, violence policière. C'est parce qu'il y a flagrant déni par l'État de la violence perpétrée par ses représentants et sous son commandement qu'on peut parler donc de violence d'État. Plus fréquent est cependant le cas où la violence est bien reconnue comme telle, mais où son interprétation fait l'objet de désaccords pour des raisons qui peuvent être morales ou politiques, mais fréquemment aussi légales. En d'autres termes, c'est la qualification de second ordre ici qui va poser problème.
Les relations internationales, et notamment les situations de conflit, en offrent de nombreux exemples, car il ne s'agit pas seulement dans ces cas de conflits entre des gouvernements et entre des armées, mais également de conflits entre des interprétations divergentes des faits. Ainsi, du point de vue de l'Ukraine et du monde occidental, selon le mot du ministère français des Armées, je cite, « L'agression militaire de la Russie est l'une des plus graves violations de l'ordre de sécurité européen depuis des décennies. Elle correspond à une ambition de reconstitution de l'Empire soviétique qui, pour le chef de l'État français, désignant le 6 mars 2025 son homologue russe comme un impérialiste révisionniste, représente, je le cite, une menace pour la France et pour l'Europe. » Et cette menace a justifié un plan majeur de réarmement auquel l'Union européenne a décidé de consacrer un budget de 800 milliards d'euros. À l'inverse, du point de vue de la Russie et de ses alliés, et là je cite les termes du président russe lors de son allocution du 24 février 2022, l'expansion vers l'est du bloc de l'OTAN qui rapproche son infrastructure des frontières militaires apparaît pour notre pays comme une question de vie ou de mort, la question de notre avenir en tant que nation. Et c'est lors de cette allocution qu'il avait annoncé sa décision de lancer ce qu'il appelait une opération militaire spéciale. 2 ans plus tard, près des 3/4 des personnes interrogées dans un sondage russe jugé fiable approuvaient la poursuite de la guerre et 2/3 d'entre elles considéraient que la responsabilité des morts et des destructions en Ukraine incombait principalement aux États-Unis et à l'OTAN. Fait notable, dès 1997, l'ancien ambassadeur états-unien à Moscou, Jack Matlock, avertissait le Comité des relations extérieures du Sénat états-unien du fait que l'inclusion dans l'OTAN de nouveaux membres pourrait, je le cite, rester dans l'histoire comme l'une des plus graves erreurs stratégiques et encourager une chaîne d'événements pouvant produire une sérieuse menace sécuritaire. Fin de citation. Et cette opinion était partagée par nombre de diplomates impliqués dans les négociations sur la fin de la guerre froide, mais ce qui n'empêcha pas l'adhésion dans les années suivantes de 15 pays de la partie orientale de l'Europe à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Dans cet affrontement de puissances accusant chacune son adversaire d'impérialisme, il ne s'agit pas de prendre parti, pour moi, entre ces différentes positions, mais de souligner qu'il existe bien un conflit d'interprétation qui ne se résume pas à l'habituelle opposition de la vérité et du mensonge tel qu'on le présente. On constate en effet qu'il y a 2 modes de légitimation à l'œuvre derrière les 2 qualifications de la guerre, soit comme agression contre un allié occidental, soit comme protection d'un territoire menacé. À côté de ces interprétations que les protagonistes produisent pour promouvoir une idéologie, défendre des intérêts, justifier une action, ici donc des gouvernements des 2 camps et leur soutien, il y a aussi les interprétations que l'on peut proposer pour précisément rendre compte de ce qui est en cause au-delà des discours des protagonistes eux-mêmes. Ici, les logiques sous-jacentes de la guerre, les rapports de pouvoir en cause, les jeux d'alliance qui dessinent en partie la géopolitique mondiale. Et c'est à ce second niveau que je souhaite me situer, à savoir l'interprétation des discours tenus sur les faits. Le livre de Paul Ricoeur, intitulé « Le conflit des interprétations », paru en 1969, s'avère à cet égard une utile clé de lecture. Le philosophe y définit en effet l'interprétation comme, je le cite, « le travail de pensée qui consiste à déchiffrer le sens caché derrière le sens apparent, à déployer les niveaux de signification impliqués dans la signification littérale. » L'activité d'interprétation consiste donc à chercher à comprendre, au-delà du sens évident d'un texte, un sens enfoui. C'est au fond se demander ce qu'a peut-être voulu dire l'auteur, voir ce qu'il n'a pas pu dire, et plus généralement, ce qu'est la signification profonde de ce qui est écrit. Ce que fait Paul Ricoeur dans le domaine de l'herméneutique des textes, comme il l'appelle, je propose de l'étendre à ce qu'on pourrait appeler le domaine d'une herméneutique des discours, c'est-à-dire une interprétation des interprétations. Mais il y a dans l'ouvrage du philosophe une autre intuition,
une réflexion qu'il développe à propos de mots, dans un passage consacré au thème de la structure et de l'événement. Le mot, écrit-il, c'est beaucoup plus et beaucoup moins que la phrase. D'un côté, en effet, c'est beaucoup moins, car sa signification, dit-il, est tributaire de celle de la phrase, il ne prend sens que dans la relation avec d'autres mots. Mais d'un autre côté, il est beaucoup plus, car la phrase a une actualité transitoire, passagère, évanouissante, tandis que le mot, lui, écrit-il, survit à la phrase. Cette idée que la phrase peut disparaître, mais que le mot demeure, est assurément heuristique pour comprendre la manière dont s'opère la qualification du deuxième ordre de la violence. Les mots sont importants, affirment depuis longtemps la sociologue Sylvie Tissot et le philosophe Pierre Thévagnan, qui ont constitué un collectif, créé un site web et publié un ouvrage pour analyser justement les discours produits par les médias. Il s'avère particulièrement important, ces mots, dans les conflits internationaux, qui sont aussi, on l'a vu, des conflits d'interprétation. Les événements survenus en Israël et en Palestine depuis le 7 octobre 2023 apparaissent à cet égard comme des cas d'école, tant les tensions se sont cristallisées précisément sur la manière de désigner les faits de violence. En général, une version a été imposée par les gouvernements et reprise par les médias, tandis que l'autre était officiellement rejetée, condamnée, voire sanctionnée. Cette fois encore, mon propos n'est pas de déterminer laquelle des deux qualifications est juste, mais d'examiner ce que sont les enjeux du choix d'une interprétation plutôt que d'une interprétation alternative. L'assaut meurtrier mené en Israël par plusieurs groupes armés palestiniens relève, au regard du droit international, de la qualification de crime de guerre, dans la mesure où 725 civils israéliens et 71 civils étrangers ont été tués, 251 otages ont été enlevés, et possiblement de crimes contre l'humanité en raison des motifs raisonnables de penser que des violences sexuelles ont été perpétrées, selon les termes utilisés par la mission des Nations Unies, à laquelle l'accès au témoignage a été refusé. Mais au-delà de cette caractérisation légale prudente, comment l'interpréter ? L'attaque a été immédiatement décrite par le gouvernement israélien comme un acte d'antisémitisme, le plus grave commis dans le pays depuis la naissance de l'État d'Israël, 3/4 de siècle plus tôt, et le plus dramatique depuis la Shoah, à laquelle il a été comparé. C'est également ainsi qu'un très grand nombre de juifs israéliens et de juifs de la diaspora l'ont interprété et même vécu un profond traumatisme ayant ébranlé leur confiance dans la sécurité nationale et réveillé leur souvenir d'un passé tragique. C'est enfin le langage utilisé par les plus hautes autorités des pays occidentaux, y compris le président français, qui a évoqué, je cite, « le plus grand massacre antisémite de notre siècle ». Un mot fréquemment utilisé est d'ailleurs « pogrom », qui se réfère explicitement au massacre de Juifs en Russie au XIXe siècle et qui a été ensuite élargi à des violences antisémites ailleurs en Europe. Symboliquement, l'ambassadeur israélien aux Nations Unies a même porté l'étoile jaune imposée aux Juifs par l'Allemagne nazie. Au-delà de l'adhésion individuelle ou collective à cette interprétation, quels en sont les enjeux ? Ou peut-être plus simplement, quelles en sont les implications ? On peut en déceler 4 au moins, et qui sont en partie liés. Premièrement, les actes ainsi qualifiés les placent au sommet de l'échelle des crimes commis par un groupe social, puisque les victimes ont été brutalisées pour ce qu'elles sont ou sont censées être, autrement dit parce qu'elles sont juives, et non parce qu'elles sont israéliennes, et certains ont d'ailleurs pu accuser les auteurs d'avoir commis un génocide. Deuxièmement, cette caractérisation comme l'acte le plus odieux concevable, de surcroît évocateur de la destruction historique des Juifs d'Europe, justifie l'intensité de la réponse punitive à Gaza, non seulement à l'égard de la société israélienne, mais également sur la scène internationale, et notamment parmi les dirigeants occidentaux qui se sont effectivement rendus à Tel Aviv les uns après les autres pour attester leur solidarité à l'égard de l'État d'Israël, proclamer son droit inconditionnel à se défendre et lui apporter leur soutien diplomatique et souvent militaire. Troisièmement, l'affirmation de la nature antisémite de l'assaut et la légitimation de l'intervention militaire en représailles fragilise les accusations potentielles de crimes commis par le gouvernement et l'armée israélien, tels que définis par le droit international, puisqu'il s'agit
selon cette version, d'éliminer les membres d'une organisation désignée comme terroriste dans le cadre de ce qu'on appelle, dans la formule utilisée par la plupart des médias, la guerre Israël-Hamas. Quatrièmement, enfin, faire de l'opération Épée de fer et celles qui l'ont suivie, la riposte à un pogrom écarte toute possibilité de référence à ce qui s'est passé avant sa survenue et oblitère ainsi l'histoire de la Palestine au cours du dernier siècle, puisque l'agression perpétrée était exclusivement motivée par la haine des Juifs. On conçoit donc la portée morale et politique de la qualification d'acte antisémite qui a prévalu parmi les responsables occidentaux. L'interprétation alternative de l'attaque en territoire israélien en fait un acte de résistance dont la genèse s'inscrit dans une guerre asymétrique au cours de laquelle, en 1948, au moment de la Nakba, 750 000 Palestiniens, soit 80% de la population vivant sur le territoire alloué à l'État d'Israël par la résolution 181 des Nations Unies, ont été spoliés de leurs terres et ont vu certains de leurs villages détruits et leurs habitants massacrés. Au cours de laquelle, en 1967, la totalité des territoires, dont ils étaient pratiquement les seuls occupants un demi-siècle plus tôt, représentant alors 94% de la population de la Palestine sous mandat britannique, ont été occupés par l'État d'Israël, soit légalement, soit illégalement, au regard du droit international. Et au cours de laquelle, en 2007, la bande de Gaza, placée sous un blocus sévère, restreignant fortement l'activité économique, les échanges commerciaux, la fourniture d'électricité et l'accès aux soins, avec lors de la marche du retour de 2018 et 2019, consistant en une série de manifestations symboliques et largement pacifiques, 214 morts, 36 000 blessés et mutilés, dont de nombreux enfants, souvent visés par des snipers. C'est cette justification de l'opération menée en territoire israélien que le Hamas a donnée, rappelant dans un texte intitulé Our Narrative les différentes étapes de la progressive dépossession des Palestiniens de leur propriété, de leurs droits et de leur liberté, depuis la déclaration Balfour de 1917, annonçant le soutien britannique à la création d'un foyer juif en Palestine, jusqu'à la présentation par le Premier ministre israélien devant l'Assemblée plénière des Nations Unies, 10 jours avant l'attaque du 7 octobre, d'une carte dite du Nouveau Moyen-Orient, montrant l'extension de l'État d'Israël de la mer au Jourdain dans une Palestine d'où ont été effacées la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Ce sont les termes de l'argumentaire du Hamas. Selon cette interprétation des faits, les Israéliens tués l'ont été non en tant que juifs, mais en tant qu'ennemis, non pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent de faire. L'inscription de l'assaut meurtrier dans ce récit, on la retrouve d'ailleurs dans la formule elliptique du secrétaire général des Nations Unies, lorsque, ayant condamné avec force, je le cite, les actes de terreur horribles et inouïs commis par le Hamas, il déclare que, je le cite encore, ces attaques ne se sont pas produites dans le vide, et il rappelle que les Palestiniens ont été, je cite, soumis à 56 années d'occupation suffocante. Il est à cet égard crucial de comprendre que situer les événements du 7 octobre dans cette séquence historique longue ne revient en aucune manière à justifier les crimes commis par les groupes islamistes. C'est tenter de les comprendre dans leur contexte, et cette lecture des faits, on le sait, a été largement partagée dans les pays dits du Sud. Elle a en revanche été réprimée dans le monde occidental comme apologie du terrorisme et incitation à la haine, donnant lieu parfois à des procès. Au-delà donc des accusations et des prohibitions auxquelles cette interprétation a donné lieu, quels en sont les enjeux et les implications, comme je l'ai fait précédemment pour l'interprétation en termes d'antisémitisme? Je crois qu'il est possible, là encore, de discerner 4 enjeux et implications, peut-être plus. Premièrement, en considérant que les assaillants ont tué des ennemis et non des juifs, on rappelle qu'on n'a pas affaire à une majorité persécutant une minorité, tel que ce fut le cas lors des pogroms en Europe, mais à une guerre dans laquelle un État puissant assujettit un peuple, ses ministres allant jusqu'à en contester l'existence, et du reste, c'est précisément dans le langage de la guerre que les Israéliens eux-mêmes ont construit leurs relations avec les Palestiniens depuis des décennies, en les désignant comme leurs principaux ennemis. Deuxièmement, en égrénant la litanie
des violations du droit international commises par l'État d'Israël depuis 56 ans, sans intervention internationale, en poursuivant la colonisation des territoires palestiniens aussi bien qu'en pratiquant des arrestations arbitraires et des détentions sans charge ni procès, il s'agit de souligner la passivité de la communauté internationale et parfois même sa complicité qui ont privé les victimes des violations de leurs droits de la possibilité de régler leurs différends par la voie légale, leur laissant comme seule alternative la violence. Troisièmement, en prenant au sérieux la version que les acteurs ont donnée des raisons de leurs actions, on permet d'en appréhender le sens à la lumière des annales de l'histoire, des luttes contre domination étrangère, dont les épisodes ont marqué, avec des dénouements contrastés d'ailleurs, les entreprises coloniales et impériales, de la révolte haïtienne à la rébellion Herero, de la guerre d'indépendance algérienne à la guerre de libération vietnamienne, sans négliger bien sûr les singularités de la question de Palestine. Quatrièmement, enfin, mettre en relation le présent et le passé plus ou moins récent, c'est reconnaître le poids de l'histoire dans un contexte où l'on tente à la remplacer, je l'avais déjà évoqué, par un récit mythique et une mémoire tragique de l'État d'Israël, tout en multipliant les pratiques d'effacement des violences subies par les Palestiniens. On mesure ainsi, là encore, la signification morale et politique de la réprobation de la qualification d'acte de résistance. On a donc deux interprétations qui divisent le monde, non seulement entre pays du Nord et du Sud, comme je l'ai évoqué, en ouvrant une béance probablement durable, mais aussi à l'intérieur de chaque société, entre des soutiens à l'État d'Israël et les défenseurs des droits des Palestiniens. L'examen que je viens d'en faire s'efforce de présenter les deux perspectives pour, d'une part, mettre en exergue le conflit des interprétations, en l'occurrence extrêmes, puisqu'elles sont radicalement incompatibles, et d'autre part, proposer d'en analyser les enjeux et les implications sous l'angle à la fois de la compréhension des faits et de la place de l'histoire. Du point de vue d'une solution du conflit, les deux caractérisations des événements du 7 octobre ont des conséquences presque opposées. Affirmer que l'attaque n'a d'autre cause que l'expression d'un antisémitisme et qu'elle est sans lien avec l'histoire d'une oppression, c'est disqualifier l'adversaire en excluant toute autre issue que son élimination. Considérer qu'elle procède d'un acte de résistance en condamnant cependant les exactions qui l'ont accompagnée, tout comme elles ont émaillé d'ailleurs la plupart des soulèvements contre des oppresseurs, c'est ouvrir la possibilité d'une reconnaissance de torts et leur réparation. Si cette seconde option est défendue par des organisations pacifistes israélo-palestiniennes, il est en revanche dans la logique des dominants de préférer la première option, moins coûteuse politiquement dans le court terme, quoique plus pénalisante moralement dans le long terme. Ainsi peut-on comprendre le choix du gouvernement israélien de la brutalisation. Le prix en a cependant été, comme nous le savons tous et toutes, l'accusation de génocide portée contre l'État d'Israël par de nombreux pays du monde, dont en Europe l'Irlande et l'Espagne, à la suite de la plainte déposée par l'Afrique du Sud, par plusieurs organisations internationales comme Médecins sans frontières, Human Rights Watch, Amnesty International, la Fédération internationale pour les droits humains, et même les Nations unies, à travers la rapporteure spéciale sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés et le comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes. Par des associations israéliennes aussi, telles le groupe pacifiste arabo-juif Standing Together et le Centre d'information pour les droits de l'homme, les droits humains, B'Tselem, et par de nombreux universitaires juifs spécialistes des études sur les génocides, notamment Omer Bartov de l'université de Brown, Amos Goldberg de l'université hébraïque de Jérusalem. Quant à la Cour internationale de justice, qui a été saisie en janvier et qui a rendu sa décision en janvier 2024, a affirmé le caractère plausible de la demande de prévention de la commission d'un génocide. 13 des 15 juges, y compris le président états-unien de la juridiction, ayant voté en faveur de cette décision. Faute de réponse israélienne appropriée, de nouvelles ordonnances allant dans le même sens ont été produites à nouveau par cette Cour dans les mois qui ont suivi. Les arguments invoqués correspondent aux critères définis par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide des Nations Unies, votée à l'unanimité de ses membres
le 9 décembre 1948, sur la base des travaux du juriste états-unien d'origine polonaise Raphaël Lemkin, qui a créé le terme de génocide. Il s'agit, je cite, de l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Et avec l'une des modalités suivantes possibles: meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Selon notamment les agences des Nations Unies, les 4 premières modalités ont été identifiées dans le cas de l'État d'Israël et de la guerre à Gaza, en raison d'abord du nombre de morts dépassant 50 000, chiffre probablement très sous-estimé par les services palestiniens, dont environ 80% de civils, premier critère. Ensuite, de la quantité des blessés, près de 120 000, avec une proportion élevée d'enfants, et la pratique systématique de violences sexuelles et genrées, responsable de troubles psychiques graves, deuxième critère. Également, du siège total sans entrée d'aide alimentaire ayant généré une situation de famine, avec dévastation des infrastructures d'approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que des systèmes d'évacuation des eaux usées et des établissements de soins ayant entraîné une dégradation considérable de l'état sanitaire, troisième critère. Enfin, des actions visant des hôpitaux et des unités de santé reproductive avec des mesures destinées à empêcher des naissances d'enfants, quatrième critère. Ce sont là donc les décisions des Nations Unies. Quant à l'intention, elle a été attestée en particulier dans le document présenté par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice et dans le mémoire établi par l'historien israélien Lee Mordechai, par les multiples déclarations des responsables politiques et militaires israéliens affirmant que toute la population de Gaza, y compris les enfants, doit être tenue pour responsable des crimes commis le 7 octobre, que le territoire doit disparaître et que ses habitants doivent être éliminés. Ce sont là des citations qui sont données dans ces documents, citations qui proviennent des plus hauts responsables politiques et militaires de l'État d'Israël. Telles sont donc les justifications qui sont apportées à la qualification de génocide par de nombreux acteurs, j'en ai mentionné quelques-uns. Cette qualification a cependant été contestée. L'État d'Israël et ses soutiens, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en France et ailleurs, l'ont rejeté et même dénoncé comme antisémite. De nombreux arguments ont été déployés, j'en donne les principaux. Une nation composée en partie à sa création de rescapés d'un génocide ne peut pas être elle-même coupable de génocide, a-t-on dit. Ce qui suppose d'admettre qu'un crime commis contre elle prémunisse pour toujours la victime de l'accusation de perpétrer elle-même ce crime. La reconnaissance d'un génocide suppose l'extermination de toute la population, ou presque, ont affirmé certains. Or, la Convention parle, vous l'avez entendu, de tout ou partie. Et du reste, le massacre de 8000 Bosniaques musulmans par l'armée serbe à Srebrenica en 1995 a été qualifié de génocide par la Cour internationale de justice. Les civils morts sont des victimes collatérales que les militaires s'efforcent d'éviter en prévenant les populations et en demandant de se déplacer avant les frappes, expliquent les autorités israéliennes. Mais les enquêtes menées au sein de l'armée ont montré que le recours à l'intelligence artificielle permettait de bombarder les bâtiments où résidaient des militants islamistes au moment où ils retrouvaient leurs familles et que les attaques étaient menées souvent dans les zones où les habitants avaient été sommés de se réfugier. Enfin, d'aucuns ont pu se demander si parler de génocide n'était pas en fait contre-productif. Si l'affirmation de ce crime ne desservait pas la cause du peuple palestinien en suscitant objections, controverses, et si donc il ne valait pas mieux l'abandonner en lui préférant une caractérisation en termes de crime de guerre ou crime contre l'humanité. Cette proposition semblait toutefois méconnaître le fait qu'en dernier ressort, la décision est juridique, reposant sur une interprétation de faits plutôt que tactique. Cette contestation de la qualification de génocide et plus largement de crime de guerre et contre l'humanité ne s'est pas limitée à l'espace public et à la sphère légale.
elle s'est accompagnée de menaces et même de sanctions contre celles et ceux qui étaient concernés par les procédures judiciaires impliquées dans cette qualification. La procureure du tribunal pénal international, chargée d'enquêter sur les exactions commises par Israël, a été espionnée et intimidée par les services secrets israéliens, dont le directeur l'a invitée à ne pas poursuivre son investigation afin de ne pas compromettre sa sécurité et celle de sa famille. Son successeur a lui-même été visé par des mesures répressives de l'administration des États-Unis après avoir prononcé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense, en même temps que deux responsables du Hamas. Mesures qui s'appliquent à toute personne qui contribue financièrement, juridiquement ou techniquement au travail du tribunal, mesure états-unienne. Ce n'est ainsi pas seulement sur le terrain du droit que se joue la caractérisation des faits, mais également dans le cadre des rapports de force internationaux. Mon propos n'est donc pas de me substituer à un jugement qui sera celui de magistrats soumis à d'intenses pressions politiques, mais de comprendre la manière dont la qualification de génocide fait l'objet d'une lutte argumentative qui va bien au-delà du monde judiciaire. En conclusion, pour exister en tant que telle, c'est-à-dire pour être nommée pour ce qu'elle est, la violence, quelle qu'elle soit, doit donc être reconnue. Le travail social de qualification est un processus complexe, souvent conflictuel, en raison de la réprobation morale dont elle fait l'objet et de la condamnation pénale pouvant s'en suivre. Deux étapes, parfois successives, souvent combinées, permettent d'établir l'existence d'une violence et de la caractériser. Chacune d'elles donne lieu à des réticences et des résistances. Le consensus est rare, les disputes fréquentes. Un décalage s'opère volontiers entre, d'un côté, les victimes, qui identifient bien la violence qu'elles subissent et la rapportent à une logique spécifique, en parlant par exemple de violence de genre ou de violence d'État, et de l'autre, les auteurs, qui soit la minimisent, soit la justifient, soit la contestent, par conviction de leur bon droit ou par peur des éventuelles conséquences. La bataille se joue dans l'espace public, à travers les mobilisations de victimes, autant que sur le terrain légal des parlements aux tribunaux. Mais qu'il s'agisse de violences sexuelles dans des institutions religieuses ou sportives, de violences policières dans les quartiers populaires ou lors de manifestations, de violences guerrières avec ces crimes punis par les juridictions internationales, la qualification se joue à travers des relations de pouvoir et les questions morales qu'elle soulève sont sous-tendues par des enjeux politiques. Je vous remercie.